morning, everyone. If I may call the room to order, so we can all settle down and get started with our initial set of conversations and panels. Je voudrais vous inviter à prendre votre place pour qu'on commence la séance de ce matin. En attendant, je voudrais vous présenter. Je suis Ramadan, je suis un journaliste d'affaires, je suis basé en Afrique du Sud, j'ai mes adresses à Bloomberg. J'attends impatiemment à voir les conversations qu'on va avoir dans quelques instants. Ce qu'on est en train de voir, c'est que on est en train de se mettre en phase avec les prochaines générations d'institutions financières pour qu'on ait le même regard sur l'avenir. Bon, on va essayer de regarder d'où venaient les capitaux pour investir dans les fintech. Ça vient d'où? Quelles sont les opportunités? Et surtout, comme on est en train d'observer qu'à travers le monde, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Et je crois qu'il y a toujours, on a toujours d'opportunités d'élargir les services financiers. Étant dit, j'aimerais engager les conversations avec Myriam. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Myriam, when the team at AFIS, initially said, look, we're going to have this conversation and we're going to focus on fintech, we're going to focus on the sources of capital. One of the first things that came up to me was, hang on, who's 500 Global? What is this company? What does it do? So let's start there. What is 500 Global? So 500 Global is a venture capital firm. We started in the US, where we were leading early stage investments since 2010. And we rapidly grew out of the US because we realized that there was an opportunity to invest in tech in emerging markets. So today, as a firm, we invest in 87 different countries. We have about $3 billion of AUM. And our focus is primarily how do we find these very early stage tech companies and how do we fund them for them to actually become market leaders. And in Africa in particular, we have had the chance to invest in numerous companies. We've done about 100 investments. Les leaders à travers le monde, c'est-à-dire comment est-ce que les sociétés peuvent accéder aux capitaux qui ne sont pas trop chers. Donc, nos sociétés s'occupent de chercher les fonds et de soutenir ces fintech. On cherche à être les premiers à les soutenir. Donc, étant donné toutes les soubresauts microéconomiques concernant les taux, ainsi de suite, en regardant 2023 et 2024, aussi bien que... L'inflation, ce n'est pas un problème du Nigeria, c'est surtout le pays, l'Égypte à 40%, et c'est un problème. Alors, pour cet environnement, comment est-ce que votre société se comporte? C'est très important. En tant que société, nous avons les fonds propres. Notre investissement, c'est des investissements au risque. Nous investissons tout au début et nous sommes la première institution qui interagit avec ces sociétés. Et donc, nous prenons des risques très élevés par rapport à ces sociétés. Aujourd'hui, compte tenu des types de secteurs dans lesquels nous investissons, beaucoup de nos investissements, surtout dans le continent africain, c'est dans les marchés, la haute technologie, fintech, et également les cryptos et les blockchains. Il y a eu un problème au niveau
de marché et cela a entraîné un certain nombre de problèmes au niveau des sociétés de portefeuille. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, surtout les marchés émergents en Afrique, en Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, il y a une forte résilience au niveau de ces sociétés de financement des techs. Il y a des sociétés qui font faillite, qui n'arrivent pas à lever des fonds. Mais nous évaluons ces sociétés. Je peux dire qu'il y a beaucoup de résilience, surtout au niveau des financiers en Afrique. Ils se focalisent sur comment créer des marges plus pérennes. Mais beaucoup de ces sociétés de portefeuille trouvent les voies et moyens pour élargir leurs tentacules. Une des choses que nous avons constatées, oui, vous avez parlé d'inflation et de monnaie, et cela a triplé. Lorsque vous êtes dans un marché singulier, souvent, il veut être des leaders sur le marché nigérien, en Égypte ou au Kenya, qui sont des marchés dominants. Mais ce que vous constatez, pour dérisquer votre exposition par rapport à ces risques liés à la monnaie et à l'inflation, vous devez être très actif dans plusieurs marchés. Oui, là, vous parlez de diversification géographique. Un exemple, nous avons une société de portefeuille au Nigeria qui est également dans le marché de FinTech. Et très rapidement, un des domaines d'expansion, c'est en Afrique francophone. Oui, parce que le problème, non, dans les pays francophones, les monnaies sont plus stables. Et cela leur permet de survivre et afin de pouvoir lever d'autres capitaux très rapidement, la diversification géographique aide ces sociétés à atténuer les risques auxquels ils font face. Et bien entendu, comme je l'ai dit tantôt, nous voyons que ces conséquences les affectent directement. Il y en a qui souffrent de problèmes macroéconomiques sur le continent. Avant, par rapport à cette conversation, dans les années 80-2000, le marché américain de la technologie, les grandes sociétés tech, Google, Amazon, ils ont survécu la débandade fin années 80-2000. Mais actuellement, il y a tellement de volatilité. C'est comme si c'est similaire, n'est-ce pas? Alors, la prochaine vague de FinTech, comment planifier la survie dans ce secteur? Quelque chose de très clair aujourd'hui, c'est que FinTech ne peut pas ignorer dans la conversation sur l'inclusion financière. Les sociétés FinTech peuvent faire face aux problèmes que nous vivons au niveau des populations, surtout en ce qui concerne les services financiers. Est-ce que nous constatons aux États-Unis les problèmes financiers? Il y a des problèmes de résilience. Oui, les États-Unis et l'Europe ne sont pas de bons exemples. Mais il y a des fonds en Amérique latine et en Asie du Sud-Est qui peuvent être comparés au continent. Et en Amérique latine et en Asie, il y a des crises financières qui ont créé des sociétés FinTech plus résilientes. Et cela arrive également sur le continent aujourd'hui. Nous avons des nouvelles, des sociétés de FinTech qui ont levé des millions de dollars. Oui, c'est ces sociétés qui vont survivre. Il faut se focaliser sur la valeur pour les clients et
créer les fondamentales idoines pour le marché qu'il cible. Alors, en ce qui me concerne, il est grand temps d'investir. Il ne faudrait pas stopper d'investir dans le FinTech en Afrique. Nous allons même doubler le volume. Parce que il y a des financiers qui sont très engagés à résoudre les problèmes. Dans mon pays, le Sénégal, les financiers qui veulent, ou les fondateurs des sociétés qui veulent créer des sociétés maintenant, sont véritablement déterminés à résoudre les problèmes identifiés. Mais également, il s'agit des fondateurs expérimentés qui ont des expériences avérées et ils veulent créer quelque chose pour ajouter de la valeur. L'aspect d'échec, surtout dans le contexte FinTech, c'est jeune, c'est tout nouveau. De manière générale, notre société ne perçoit pas l'échec comme un outil d'apprentissage. Vous voulez créer une société, on ne prend pas la peine de poser la question, de savoir quel a été le problème. Est-ce que c'est un problème de gouvernance ou d'expérience? Alors, quelles sont les leçons qu'on peut apprendre, surtout pour les sociétés qui n'ont pas pu survivre? Alors, vous, de votre point de vue, comment donner aux entrepreneurs africains la chance d'échouer, d'apprendre et de rebondir? D'abord, j'aborde la question de données. Oui, le marché des États-Unis est un bon exemple. Alors, le ratio d'échec, c'est 9 à 1. Et les États-Unis est considéré comme un marché développé. Lorsque vous placez tout cela dans le contexte, dans nos marchés émergents, particulièrement ici, sur le continent, vous constaterez l'acceptance d'échec qui fait partie du processus est obligatoire. C'est pour cela que les gens disent que l'acceptation de l'échec veut dire que vous êtes complaisant. Oui, vous permettez aux fondateurs de lever des millions de fonds et ils ne rendent pas compte. Et ils reviennent pour lever encore d'autres fonds. Non, je pense qu'on peut nuancer cela. Si une société échoue, nous devons consacrer du temps pour comprendre pourquoi ils ont échoué et comprendre si c'est dû aux erreurs commises par le fondateur ou des erreurs en essayant de mettre en œuvre une solution dans un pays ou dans un contexte qui ne cesse de changer. Si on ne tire pas les leçons de ces échecs, fondamentalement, on se retrouve dans un cercle sans fin et vous ferez du surplace. Les fondateurs qui échouent, parce qu'il y a les réalités du marché, je vous garantis que la plupart d'eux, si on les accompagne, ils ne feront pas les mêmes erreurs. Oui, on les a sur le continent. Il va falloir les motiver et s'appuyer sur ces erreurs pour mieux faire, ou bien les perdre pour d'autres marchés, parce qu'ils ne seront plus des professionnels dans les nouveaux marchés. Alors, notre histoire, les bonnes et les mauvaises, et par exemple, ces titres, vous allez lever tel ou tel montant pour financer telle ou telle société. Mais est-ce que ce produit fonctionne? Est-ce que c'est le produit approprié? Est-ce que c'était nécessaire? Et vous voulez mettre à échelle. Mais c'est là où on a des problèmes, parce qu'il n'y a pas de conversation ouverte. Cela a marché, cela n'a pas marché. Pourquoi? Il va falloir mieux raconter le récit. Alors, ce qui est important,
c'est de raconter les récits. Pareil, lorsque une société tombe en faillite, sans toutefois comprendre l'erreur, c'est comme une société qui lève des millions de fonds, sans toutefois comprendre le modèle d'affaires, quel est l'objectif, quels sont le volume à prendre en compte. Et tout cela est lié à l'éducation apportée aux fondateurs pour mieux raconter leurs récits. Et ils doivent mieux faire partie de l'écosystème. Il y a la transparence qui joue un rôle important. La technologie a un lien avec la transparence. Il va falloir montrer aux gens pourquoi cela a marché, pourquoi cela n'a pas marché, pour apprendre et s'améliorer. Pour nos fondateurs, il est grand temps de véritablement se lever. Et c'est pour cela qu'il doit y avoir beaucoup plus de collaboration avec nos acteurs. Mais le capital risque, le capital privé, qui est différent par rapport aux capitaux classiques. Les sociétés dans lesquelles nous investissons deviendront les leaders dans ce secteur à l'avenir. C'est également des sociétés qui deviendront des sociétés qui vont acquérir potentiellement. Il faudrait avoir une meilleure visibilité sur toute la chaîne. La visibilité émane de la collaboration. Les fonds propres privés jouent un rôle important. Il va falloir partager les données, les informations sur ce qui se passe à leur niveau. Pour mieux comprendre notre discussion, si vous avez le temps, entre les deux sessions, vous pouvez vous approcher de Jacon TV. Il a parlé des défis que nous avons. Il y a une vidéo qui a été produite. Ça se focalise tellement sur le marché du Nigeria et cela a un lien avec la diversification géographique dont nous parlons. Et cela permettra aux sociétés de garder leur tête au-dessus de l'eau. Une autre question. Vous êtes optimiste par défaut. Bon, il y a un certain nombre de données macro qui émanent de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses. Il y a la monnaie, le double chiffre, l'inflation, les revenus des ménages qui a connu un coup, le chômage pendant la pandémie. Et les capitalistes, les capitaux deviennent plus chers. Oui, il y a un certain nombre de problèmes. Et vous parlez de l'optimisme. Et vous me dites qu'il est grand temps d'être optimiste dans le secteur de tech. Tout ce que vous avez dit. Oui, c'est comme si je suis exagérément optimiste. Du point de vue macro, mais je vais dire trois choses. D'abord, tout fondateur qui choisit de lancer une société dans les conditions dont vous avez mentionné, la haute inflation, la dévaluation de la monnaie, et tout fondateur qui voudrait commencer ce voyage d'entrepreneuriat, oui, doit avoir extrêmement de la résilience. Oui, il ne faudrait pas forcément créer de la richesse, mais de créer de la valeur. De deux, ce que nous voyons aujourd'hui sur le continent, il y a des besoins croissants de créer de l'emploi. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs, des entrepreneurs qui peuvent créer des sociétés pour employer. Et nous savons maintenant que la FinTech peut être un bon levier pour la création de l'emploi et également pour renforcer les compétences d'employabilité. Nous parlons des sociétés, mais est-ce qu'on examine tout le processus
de créer une société, créer de l'emploi, créer de la valeur. La raison pour laquelle nous sommes tellement optimistes, nous avons commencé l'investissement en Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, en 2012. À l'époque, toute société ou tout risque, ou capital risque, et si vous êtes une société dans ce domaine, vous investissez de manière agressive dans ce marché. À l'époque, on disait que nous étions fous. Ils ont examiné les macros dans les pays tels que le Brésil, Argentine, où on investissait en Asie du Sud-Est, en Indonésie, mais c'est fou de vouloir créer des portefeuilles à long terme dans ces pays. Aujourd'hui, en tant que société américaine, plus de la moitié de nos sociétés unicornes viennent des pays autres que des États-Unis. Plus de la moitié de ces sociétés unicornes viennent des marchés émergents où nous avons eu de retour sur investissement et dans les sociétés que nous avons commencé à investir depuis 2018. En fin de compte, nous devons comprendre et nous mettre d'accord. Donc, c'est un processus de longue haleine. Lorsque vous investissez, par exemple, les fonds propres privés, le capital risque, c'est un processus de longue haleine. Oui, il y aura des remous, des hauts et des bas. Vous devez être présent sur le marché pendant longtemps pour avoir ce retour sur investissement. Lorsque nous examinons les macros en Afrique, c'est comme certains des indicateurs sont positifs, mais je suis très optimiste par rapport au secteur de technologie. Eh bien, les firmes de capital risque sont très optimistes par rapport au continent africain. Merci d'être optimiste, d'être évangéliste du monde de la technologie. Infiniment merci, mesdames.